Ouais, tu peux, et tu peux. Ok. Ça doit être préparé. Ah, c'est bon, normalement. Ok. Oui, on va commencer par. On peut. Je pense que ça devrait marcher. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bien, on va inaugurer deux séances qui se suivent et qui se répondent un tout petit peu autour des projets qui portent sur la santé, l'interaction et les technologies en médecine. Les technologies pour communiquer, mais aussi pour suivre les patients ou pour diagnostiquer, et ainsi de suite. Je voudrais dire bonjour à Gabriela, parce que je la vois parmi les participants, et à François Giraud, qui est un médecin du SAMU de Saint-Étienne, et Hélène Cuvillier, que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Bonjour François. Voilà, et Hélène qui est là, qui est cadre infirmier à Perpignan. Donc, c'est un peu aussi des personnes qui font partie de ce réseau qui sera un peu déployé sur ces deux séances. L'idée, c'est de montrer des projets qui développent des processus d'innovation technologique et organisationnelle avec le soutien des sciences humaines et sociales. Et donc, c'est dans ce sens, ces deux cadres, ces deux interventions. Donc, celle de mars va porter plutôt sur des problématiques de la médecine d'urgence. Ici, on est plutôt sur la diétologie, et je laisserai évidemment mes collègues de développer ce processus. Ce que je voudrais souligner, c'est justement cet enchevêtrement entre la recherche en sciences humaines et sociales et ces processus et ces réflexions profondes d'innovation qui sont aussi organisationnelles, médicales, sanitaires, de médiation, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas seulement parce que le médecin avec qui nous travaillons ont une profonde culture humaniste, c'est aussi parce qu'ils se rendent compte que l'évolution de la santé passe par ce dialogue profond. Et je devrais dire, surtout en ce qui concerne Nina, mais aussi dans les autres, dans la séance de mars, il y a un suivi dès la naissance du projet. C'est-à-dire que finalement, on n'arrive pas au milieu d'une innovation, on n'arrive pas à la fin d'un processus, mais on marche main dans la main avec les équipes soignantes, les thérapeutes et ceux qui font de la médiation sanitaire. Voilà, je voulais donner ça comme cadre général de ces deux séances, comme ça, parce que ça peut être évidemment, quand on rentrera dans les détails, ça sera deux processus assez différents, mais je voulais souligner cette profonde cohérence, cette continuité. François, je t'en prie. Et je te remercie. Alors, je prends la relève très rapidement pour répondre à la commande qui m'a été faite de présenter un peu la genèse et même ce qui s'est passé avant, la rencontre qui a conduit à ce projet. Il y a quelques années, je rencontre, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était bien heureux néanmoins, Pascal Possoz et on va boire un verre. Voilà. Ça commence bien. C'est dans le thème. Et celle-là, ça a été l'erreur. Et on s'est rendu compte qu'on souffrait du même mal. Non, on va boire un verre et on discute un peu de numérique parce qu'on n'est pas vraiment technophile l'un et l'autre. On a une observation un peu critique des nouvelles technologies, curieuse aussi et pas fermée pour autant. Et on discute un peu de ce que ces nouvelles technologies elles peuvent apporter dans l'enseignement, dans la recherche et également dans la clinique, puisque il y a longtemps, très longtemps et trop longtemps, j'ai fait une thèse sur les comportements langagiers, on peut dire, des personnes alcoolodépendantes, qui n'était pas du tout une thèse médicale, qui était une thèse
en sciences du langage, analyse du discours et des interactions, voilà, classiques, qui discutaient avec la dictologie, mais qui n'allaient pas forcément faire des interprétations sur ce terrain, parce que déjà les compétences n'y étaient pas, et puis parce que ça m'échappait peut-être aussi, probablement. Et on discute de projets qu'on a à l'université, notamment autour des humanités numériques, où on allait chercher un peu de l'argent au ministère, pour vous dire, on savait un peu ce qu'on faisait, mais pas trop quand même. Et dans l'heure que notre discussion a prise, vient l'idée qu'on pourrait exporter ça un peu dans la clinique. Mais voilà, des conversations comme ça, discutant, qui sont intéressantes et des projets, on en a plusieurs centaines chaque année et tout va bien. Quelques années après, enfin quelques temps après, pas quelques années après, Pascal Possos gagne au loto, c'est-à-dire qu'il a un financement, voilà. Et il nous dit, ben, c'est bon, on a un projet avec la clinique, on a un projet médical, c'est super, on a un projet architectural et on vous a fait une salle des humanités numériques. Une grande salle en plus, voilà. Et en plus, on va financer, peut-être une possibilité de financer un doctorant. Alors, la conversation revient, on se dit, bon, merde, il va falloir en faire quelque chose là-dedans. Et à la fois, on avait une sorte de petit vide, il faut le dire, mais à la fois, on avait une sorte de préscience qu'il y avait quelque chose à faire là. Et j'allais dire, l'intelligence de Pascal, je n'ai pas à la juger, mais ce qui a bien fonctionné, c'est qu'il a tout de suite perçu le rapport qu'il pouvait y avoir avec les disciplines des sciences humaines et sociales, pour le dire rapidement, et la clinique qui n'était pas condescendante. On est souvent habitué, quand on va faire des financements, à ce que les autres disciplines viennent nous chercher pour saupoudrer un peu de sciences humaines, parce qu'on leur demande de le faire, hein, ou parce que ça donne bonne conscience. Mais là, pas du tout. Son idée, c'était que, OK, on allait développer un dispositif numérique, mais ce dispositif, il devait se faire sur la base des pratiques cliniques telles qu'elles étaient, hors ligne, on pourrait dire, et qu'il fallait partir d'elles-mêmes, et donc il fallait les documenter précisément, et que pour les documenter précisément, les comprendre, les analyser, proposer d'autres choses, eh bien, il fallait des spécialistes de ces disciplines, et que ce que nous avions à dire, à la fois en sciences du langage en général, mais en analyse des interactions en particulier, pouvait être intéressant. Et quelques temps après, donc on a eu ce budget CIFRE. Alors, on avait déjà un premier fou, hein, Pascal, qui part sur un projet, qui met des sous. Puis on en a un second, qui est le doctorant, qui est Nicolas, qui vient de Colombie, qui n'est pas forcément d'ailleurs au départ en sciences du langage, mais qui mange beaucoup de littérature, qui comprend très vite et qui est brillant, et qui lui aussi vient relayer des idées. Et je trouve important de rappeler la genèse de ce projet, parce que souvent on a des trucs un peu clés en main, on nous demande, on répond à l'ANR, on sait ce qu'on va faire, on a un cadre théorique, on sait quasiment les résultats de la recherche. Et là, il y a eu quelque chose à la fois d'extrêmement créatif, mais justement et également d'extrêmement profond dans des attentes épistémologiques, théoriques et aussi pragmatiques. Et voilà. Et donc, je tenais à les remercier, parce que c'est une belle aventure intellectuelle, scientifique et humaine aussi. Et qui place aussi, je conclurai là-dessus, je vous rassure, qui place aussi, à mon avis, vraiment nos disciplines au cœur de ces transformations, alors que parfois on les met à la périphérie et on ne se poudre. Voilà. L'intelligence de dire, il faut comprendre ce que ces rapports entre technologie et humain, ça fait. Ben, peut-être qu'on est des spécialistes aussi qui le voient, à côté évidemment de celui que tu es. Et voilà. Merci pour la confiance aussi. Donc, je dois donner la parole, mais je ne sais plus dans quel ordre. Alors, est-ce qu'il y a un ordre de croissance capillaire ou de... Sans grave, on va s'organiser. C'est Pascal qui commence, mais avant de commencer, je vais juste mettre là-dessus un diapo, parce que tout le monde demandait si on avait déjà commencé avec les diaporamas. Ici, c'est l'acronyme d'ENIMA, parce que vous voyez les titres, c'est ENIMA, Projet d'humanité numérique en addictologie. Et ENIMA, c'est l'acronyme d'environnement numérique intelligent et multi-agent en addictologie, qu'on va un peu expliquer qu'est-ce que c'est ça. Et on va vous présenter les plans de présentation qu'on a fait. On va premièrement faire un bref parcours par l'addictologie qui va faire le docteur Pascal Possos. Et après, je vais présenter très rapidement les projets ENIMA et ce qu'on a fait pendant
pendant les temps qu'on a été en train de développer les projets. Et dernièrement, on va passer à la discussion, les questions, les commentaires du public. Je passe la parole au directeur Pascal Bossos, qui va commencer avec la première partie. Pascal. Oui, donc moi je suis un addictologue et j'aimerais me présenter moi-même et aussi présenter l'addictologie en tant que telle, parce que c'est un mot qui a fait florès, mais je ne sais pas si en fait tout le monde peut comprendre ce concept, parce que le mot est répandu, mais en fait la pratique l'est assez peu connue en fait. Donc moi je suis je suis donc addictologue, mais en fait je suis un gastro-entérologue, donc je vais parler un peu de mon parcours, parce qu'en fait mon parcours est un peu l'histoire de l'addictologie sur Montpellier, donc je suis une sorte de dinosaure dans l'histoire, parce que je suis là depuis 1993, au moment où se crée l'addictologie. Donc je pratique moi des ateliers de philosophie du soin. Donc, je travaille dans différents sites. Je travaille dans une clinique psychiatrique avec des personnes qui ont des pathologies duelles, c'est-à-dire une pathologie psychiatrique et une maladie, qui sont addicts. Je travaille dans un centre de post-cure pour des sujets seniors. Je travaille dans un centre de post-cure qu'on vient de créer autour de toutes les addictions. Et en fait, je travaille aussi dans mon service qui est dans une clinique médicale où on fait des sevrages résidentiels et des sevrages en hôpital de jour. Donc, je pratique la philosophie des soins. Et je crois qu'effectivement, je pratique une certaine philosophie s'il faut que j'inscrive le soin dans le temps et l'espace. Et je pense que c'est une philosophie appliquée au réel et qui n'est pas transcendante, mais qui est effectivement de la philosophie, je pense, parce que j'ai quand même une certaine culture là-dedans. Et donc, je fais des sciences humaines. Je suis assez content de pouvoir le faire. Et j'aimerais expliquer comment j'en suis arrivé là. En fait, au départ, j'étais responsable de la transplantation hépatique. Et donc, je viens des sciences très dures, puisque j'ai un DEA d'immunologie. Et je suis en 80, et on décide ici à Montpellier, puisqu'il y a quand même un esprit médical montpelliérain tout à fait singulier, humaniste, alchimique, où on a décidé de transplanter des gens qui avaient une cirrhose alcoolique. Or, c'était une contre-indication absolue dans le monde entier, puisqu'on ne pouvait pas donner un foie d'un motard qui est sur la route à un alcoolique, puisqu'il était alcoolique. Nous, on a dépassé ça, et on a donc transplanté des gens qui avaient une cirrhose alcoolique, si bien que moi, je me retrouve apprenti sorcier, puisqu'il ne fallait pas qu'ils recommencent leur consommation, sinon on aurait arrêté le programme. Donc, c'était un peu compliqué. De toute façon, on l'a fait sans demander l'avis à personne. Donc, on a commencé. Et donc, moi, dans ma série, personne n'a reconsommé. Donc, si bien, je me suis dit, mais enfin, s'ils avaient traité l'alcool avant, je n'aurais pas eu besoin de les transplanter. C'est quand même 300 000 €. Et puis, c'est quand même toute une charge symbolique assez lourde. Et donc, je commence à m'intéresser à l'alcoolologie. Et à ce moment-là, commençait à se créer la Société française d'alcoolologie, où j'aille dans une société, c'était au Val-de-Grâce, c'est grâce aux médecins militaires que ça s'est créé, tout ça. Et alors là, ça a été le bonheur absolu. Il y avait des écrivains, des ethnologues, des philosophes, des psychanalystes, des sociologues, des anthropologues. Il y avait un monde invraisemblable. Et alors là, j'ai commencé à respirer un peu. Ça sortait du schéma purement médical. Et là, c'est créé tout un esprit extraordinaire pour créer, essayer de comprendre des concepts, essayer de comprendre ce que ça pouvait être. À ce moment-là, on créait la Société française d'alcoolologie, et c'était absolument sublime, et donc ça s'ouvrait inéluctablement aux sciences humaines, et en même temps arrivait, c'était en 90, 92, et là, en fait, on venait de vivre déjà la transplantation hépatique qui avait décloisonné tous les services hospitaliers. C'était la première fois que des réanimateurs parlaient à des immunologistes, à des virologues, à des gastro-entérologues. C'était déjà au sein de l'hôpital une révolution, mais surtout la vraie révolution, c'est le sida. Le sida qui a complètement décloisonné la relation médecin-malade, où il y a eu beaucoup de conflits avec les associations, etc., pour créer enfin un nouveau concept qui était une équipe pluridisciplinaire et ouvrir au champ des sciences humaines pour pouvoir aborder le problème. C'est aussi
à ce moment-là que s'est créée la réflexion sur la fin de vie et toute la réflexion autour des soins palliatifs. Donc c'est une révolution extraordinaire qui se passait devant nos yeux et dont on allait profiter pour créer ce nouveau concept de la dictologie. Donc c'était absolument fascinant, puisqu'en fait, enfin, la médecine s'ouvrait tout à fait naturellement aux sciences humaines. Tant et si bien qu'il a fallu définir tout ça, ça a été extrêmement compliqué pour essayer de comprendre ce qu'on allait faire, pourquoi on interviendrait, qu'est-ce que c'est qu'une addiction. Enfin, au départ, on ne parlait pas d'addiction. Pourquoi on intervenait. Et là aussi a été fantastique la rencontre avec les anciens malades et toutes les associations d'anciens malades qui nous ont ouvert les yeux sur la maladie et la souffrance que pouvaient ressentir toutes les personnes addictes. Donc, il y a eu toute cette révolution en marche, qui continue, parce qu'on est loin d'avoir terminé. Et donc, en fait, on a commencé à avoir des médecins addictologues qui venaient de toutes les spécialités. Moi, je suis un gastro-entérologue, et ici, c'est les gastro-entérologies c'est nous qui avons créé la dictologie ici sur Montpellier, en se séparant de la psychiatrie. Alors là, ça a été aussi tout un beans, parce que nous ne reconnaissaient plus, parce que nous, on en avait marre de voir mourir les gens. 60% des patients en gastro-entérologie sont des malades d'alcool. Donc, on ne pouvait pas avancer en n'ayant que des concepts de psychiatrie. On a rarement vu des psychiatres prendre une tension artérielle. Donc, c'était une révolution. Et bon, les psychiatres nous en veulent encore, et d'ailleurs, ils essayent de récupérer la main. Donc, on avançait comme ça, et en même temps que se créaient donc, des médecins qui allaient essayer de faire quelque chose là-dedans. On ne savait pas du tout où on allait. Et puis en même temps, non seulement à côté des médecins, il y avait aussi la dictologie laïque, comme il y a des psychanalystes médecins et les psychanalystes laïques qui sont souvent meilleurs que les médecins. Et donc, en sachant que la dictologie est ouverte à n'importe quel corps de métier, à partir du moment où il y a un bac +2, tout le monde peut devenir un dictologue en faisant un DU d'addictologie, ce qui ouvrait énormément le champ à toute la société pour pouvoir intervenir dans ce problème de société auquel on est plus que soumis. En même temps, il fallait absolument qu'on comprenne qu'il fallait qu'on s'adapte à une société qui allait changer, parce que c'est très mouvant comme histoire, puisqu'en fait, ce qu'on vit en ce moment en 2024, c'est pas ce qu'on vivait en 90. On a un nuage de cocaïne qui est tombé en 2018, en janvier 2018, on l'attendait, il est tombé, si bien que les patients ne sont plus les mêmes, que les addictions ne sont plus les mêmes, et qu'il a fallu, il faut absolument qu'on s'adapte tout le temps. Mais c'est surtout que le problème, c'est qu'il fallait qu'on arrive à créer un discours commun pour qu'on puisse s'entendre et casser les représentations, puisqu'en fait, on en est encore là, au bout de 30 ans, on n'a pas beaucoup bougé, puisqu'on ne soigne que 7% des patients des malades en France. Donc le problème, c'est de créer un discours sur lequel on puisse s'entendre et puis aussi élaborer un certain nombre de concepts. Et ce discours, il fallait qu'on arrive à l'élaborer avec toutes ces sources-là, puisqu'en fait, à la Société française de l'alcoolologie, on réfléchissait sur Artaud, sur Bataille, sur ce qu'était en fait le processus de ces consommations et de ces usages divers et variés, et en quoi c'était une maladie, en quoi c'est une maladie en fait. Et donc, comment créer même le concept de maladie sur un phénomène. Et alors là, on a compris aussi que le discours médical pouvait s'appliquer à ce problème de société, puisqu'en fait, un discours médical, une maladie, pour que quelque chose, un phénomène soit une maladie, il faut que ça corresponde à un certain nombre de concepts. Il faut qu'on puisse faire un diagnostic positif, un diagnostic étiologique, un diagnostic différentiel, qu'on puisse faire des formes cliniques, qu'on puisse faire un traitement. Donc, en fait, le discours médical pouvait s'appliquer au phénomène, donc on a créé une maladie. C'est le concept de maladie, il est loin encore d'être acquis par la plupart des gens, et ça reste encore pour la plupart un vice ou une tare, et donc on est loin d'avoir gagné encore sur ce concept. Donc, en fait, il fallait qu'on élabore un discours commun et qu'on puisse essayer de comprendre
ce que c'était que ce phénomène et puis avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir comprendre que notre spécialité allait être de la paradoxologie, parce qu'il va falloir qu'on accepte des paradoxes. Les choses sont bonnes et sont mauvaises. D'où le concept de... On reprend le concept grec de pharmakon, où en fait les grands poisons sont des grands remèdes et les grands remèdes sont des grands poisons, et qu'il faut qu'on joue avec tout ça, parce qu'en fait, où est la vérité? Qui a raison, qui n'a pas raison? Est-ce que ces usages finalement sont bons? Et on en arrive là d'ailleurs tout de suite à la conclusion que nous, les addictologues, on veut la libération de toutes les substances. C'est notre grand discours, c'est notre grand combat. Parce que sinon, on ne pourra jamais repérer les maladies si on ne reconnaît pas les usages. Donc, c'est notre combat actuellement. Et puis, justement, s'ouvrait, donc c'est quand même toute une révolution en marche, parce qu'en fait, en même temps, chacun était dans sa discipline, parce que le sida a tout changé. Le sida a bouleversé, c'est une révolution, le sida, puisque avant, pour qu'un médecin parle à un travailleur social, c'était les grands ennemis, c'était insupportable. Que les médecins au service de médecine reconnaissent un psychologue dans le service, c'était une révolution. Enfin bon, bref. Donc là, paf, tout s'ouvrait. Et là, on rencontre finalement le concept du parrain de l'humain, Edgar Morin, qui va nous dire qu'il faut qu'on soit dans l'indiscipline. Et j'adore cette histoire parce qu'en fait, on est indiscipliné. Voilà, on est fortement indiscipliné. C'est-à-dire qu'on allait casser ce concept et qu'on allait créer, dans toutes ces formes frontières des disciplines, on allait trouver la matière dans laquelle on va pouvoir enfin travailler. Mais bon, il faut effectivement que chacun puisse garder sa place, que chacun soit à sa place et qu'on arrive à créer des équipes pluridisciplinaires, ce qui a complètement changé la relation médecin-malade, qui n'est plus du tout exclusive, qui n'a aucun sens en tant que tel. Donc il a fallu que les choses changent et qu'on soit effectivement très ouvert d'esprit, et qu'on casse des représentations à longueur de temps, que des mots, par exemple, la Société française d'alcoolologie au départ, on réfléchissait beaucoup, c'était extraordinairement foisonnant. Et donc, en fait, par exemple, il y a un mot, peut-être que vous avez entendu parler, qui n'a aucun sens, qu'on ne peut absolument pas employer, qui nous écorche la bouche à longueur de temps, c'est le mot alcoolisme. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un mot qui ne veut rien dire du tout. C'est un mot qui a été inventé par des Suédois luthériens bien pensants, radicaux, et qui a tout de suite été connoté moral, si bien qu'en fait, on disait à longueur de temps qu'est-ce que c'était un vice. Donc on disait tout le temps à la société française que en fait, Dieu nous avait fait prendre un siècle de retard. Donc, on n'a absolument pas pu travailler, puisqu'en fait, le mot ne veut rien dire. Le mot ne veut rien dire, on ne peut pas l'employer. Et mal nommer une chose, vous savez bien, que c'est ajouter du malheur au monde. Donc, on ne peut pas penser, on ne pouvait rien faire, tant et si bien qu'on s'est dit, bon, on y va, on le fait, et puis, bon, voilà, on va créer le concept de maladie. Alors là, c'était dans les années 90, et puis à ce moment-là, il y avait les personnes qui s'occupaient de toxicomanie qui étaient mis en prison. Les médecins qui s'occupaient de toxicomanie étaient emprisonnés, puisqu'en fait, ils étaient considérés comme des dealers. Il y a eu la grande politique de réduction des risques. Les toxicomanes, franchement, tout le monde s'en foutait, sauf qu'est arrivé le sida et l'hépatite C, et qu'il a fallu qu'on change absolument les concepts, et qu'on a fait enfin la réduction des risques, on a fait les échanges de seringues, on a fait les salles de shoot, enfin, bon, tout un tas de trucs, de révolutions absolument fascinantes. Et tous ces courants, ces petits courants qui s'occupaient, ben voilà, la toxicomanie, l'alcool, l'alcool c'est 7 millions de personnes, la toxicomanie c'est 100 000. Donc en fait, bon, c'était pas tout à fait les mêmes mesures. Enfin bon, voilà. Et là, petit à petit, les courants se sont réunis et on a créé l'addictologie en 2000 avec ce fameux concept d'addiction qui est une maladie gravissime. Comme le mot dépression. Une dépression, c'est pas une petite maladie, c'est la maladie quasiment la plus grave. Et il faut voir comment le mot est employé. Et donc addiction, maintenant, employer addiction, oui, ouais, il y a dior addict, il y a machin, d'accord. Ok, mais en fait, c'est une maladie gravissime. Le rapport 2014 de l'OMS nous dit que la maladie d'alcool, donc on a défini la maladie d'alcool,
La première cause de mortalité dans le monde, et il y a 200 maladies induites. Donc, il n'y a pas que la mortalité, il y a la morbidité. Donc, c'est un problème énormissime, et on est extrêmement peu. On est rien. On n'a absolument rien, on n'a aucun moyen, et pourtant, tout nous tombe dessus. Donc, ça devient un peu inquiétant comme histoire. Donc, il fallait absolument former, intervenir dans les collèges, intervenir dans les lycées, essayer de comprendre comment on allait changer un peu la société, puisque ce sont des maladies de société. Donc, il fallait absolument qu'on arrive à créer un discours commun et qu'on soit d'accord sur ce discours. Parce que, comme je vous dis, il faut casser à longueur de temps des représentations avec des soignants qui sont effectivement libres d'esprit et qui avancent, et puis la plupart qui sont extrêmement résistants et rebelles, et qui, on peut dire que les malades d'alcool, maintenant, la dénomination officielle, donc on est passé par alcoolodépendance, on est passé par maladie d'alcool, et maintenant la dénomination officielle 2015, c'est un trouble de l'usage. On appelle ça un trouble de l'usage de l'alcool, un trouble de l'usage. Alors, on ne peut pas dire trouble de l'usage de cannabis, parce que si je dis ça, c'est que je reconnais l'usage de cannabis et que là, vous me mettez directement en prison. Enfin, bon, le problème, c'est que quand même, c'est un trouble de l'usage. Je rappelle que la première cause de mortalité infantile aux urgences pédiatriques actuellement, c'est le coma éthylique. Donc, c'est pas que la représentation de l'alcoolique qu'on aurait le mec de 50 ans qui soit tout le temps à son bar du matin au soir. Il y a énormément de problèmes d'alcool. C'est une maladie pédiatrique. Moi, je suis un ancien pédiatre de base. Je suis un néonatologue, et je sais si j'ai vu à la Réunion j'avais une phétopathie alcoolique. Donc, c'est un problème de pédiatrie, c'est un problème de gériatrie. Il y a énormément de personnes qui commencent leur consommation en tant que senior à 60 ans, 70 ans maintenant à l'âge de la retraite, c'est 70 ans. Donc voilà. Donc il faut absolument d'abord casser cette image qu'on a de ce genre de problème, et après on peut vaguement avancer et comprendre l'ampleur du truc. Donc le problème, c'est que donc il fallait que le discours se diffuse, qu'il fallait qu'on ait des mots pour le dire, pour bien penser les choses. Et puis, le problème, c'est qu'on a été vite rattrapé par d'autres courants où on nous a dit qu'on était des émetteurs et puis que les autres étaient des récepteurs, et puis surtout qu'il ne fallait pas qu'on s'implique et qu'il fallait qu'on mette une blouse et qu'on ne s'implique plus dans le discours parce qu'il fallait qu'on apprenne un discours qui permettait plus de rencontrer l'autre, mais qui pouvait être numérisable, et qu'on puisse avancer sur ce discours comportementaliste, je ne sais pas trop quoi. Et donc, en fait, ça s'est diffusé, et en même temps, c'était devenu une dérive du discours, une réduction absolument du discours, et une énorme fermeture, puisque, en fait, on pourrait très vite reprendre des concepts extrêmement dangereux pour dire le bien et le mal. Donc, le problème, c'est qu'on se retrouve devant un énorme problème et qu'il n'y a aucun écho. Aucun écho, c'est-à-dire que, en fait, dans la société, il y a très peu de gens qui pratiquent ce genre de discours et qui permettent d'avancer dans la prise en charge de ces malades qui sont absolument considérables, puisque les pathologies induites sont monumentales. Donc, avec l'alcool, qui est tout à fait particulier, parce que l'alcool, lui, il se diffuse partout, dès qu'il rentre, il est partout, donc il n'y a pas un organe qui peut lui échapper, il est ubiquitaire, c'est vrai que c'est un véritable dieu, donc en fait, c'est pas pour rien que la seule substitution connue à l'alcool, c'est du. C'est pas possible, donc c'est un peu compliqué. Donc là, paf. Donc, on se retrouve devant le problème d'une diffusion d'un discours qui n'est pas diffusé, des formations qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver, qu'on est très peu. Il y a des systèmes comme ça, il y a des services où il y a 30 patients, etc. Donc, on ne peut rien faire. Il y en a partout, il y a des problèmes partout, dans les EHPAD, partout. Et on ne peut rien faire. Donc, parce que ce n'est pas 3-4 médecins qui vont faire le travail. Alors, par contre, le grand problème, c'est que, comme la médecine a mis sa main dessus, alors là, c'est le problème du pouvoir médical, alors plus personne n'ose parler, on n'a plus d'anciens malades, on n'a plus d'associations,
parce que la médecine a pris le dessus sur un phénomène. Donc c'est assez insupportable, alors que ça doit être chacun d'entre nous, à la limite, chacun de sa place, chacun dans sa profession qui peut avancer, qui peut faire des choses. Donc là, moi, je me retrouve devant un énorme problème, et là, j'appelle à l'aide, et je dis, au secours, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où je rencontre François. En fait, il me dit, mais aidez-nous, quoi, faites quelque chose, parce que là, on n'en peut plus, quoi. On ne peut plus rien faire. On ne peut pas avancer si on n'a pas de traduction numérique de ce discours, et que ce discours ne soit pas limité à des représentations et des... Alors bon, il y a des applications, mais qui sont extraordinairement comportementales. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, bon, d'accord, puis vous avez des points, bravo. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, on n'a plus aucun outil. Donc en fait, à un moment où j'ai la chance de pouvoir penser que je pourrais créer un centre de post-cure sur toutes les addictions, je me suis dit, il faut absolument qu'on pense le projet médical autour du numérique. Et c'est comme ça que je vous ai sollicité, c'est comme ça que... Voilà, c'est un appel à l'aide en fait, c'est une urgence absolue. Donc heureusement que on a pensé le projet médical et architectural autour de ça. Et donc, en fait, là, la chance, comme tu dis, la chance quasi surréaliste arrive. Le secours extraordinaire, le hasard objectif et Nicolas. Donc là, je laisse la parole. Merci. Merci Pascal. Et oui, je vais faire un... Oh, c'est pas ça. Ouais. La deuxième partie, alors, je vais vous raconter rapidement les projets NIMA. J'avais dit, c'est l'acronyme d'environnement numérique intelligent et multi-agent en addictologie. On a commencé la formulation du projet dans l'année 2021. On avait parlé au début de l'année 2021. Et finalement, dans les mois de juillet, on a réussi à faire la formulation du projet. On avait pensé au début que on voulait développer un chatbot, mais quand on a commencé à faire plusieurs révisions, notamment de l'état de l'art technologique, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle chatbots sont plutôt des environnements numériques, pas tout simplement un chatbot, et que les processus de développement technologique nécessitaient aussi des études ethnographiques, d'une immersion dans les pratiques médicales et dans les pratiques des soins. Et on a pourtant proposé un projet qui partait de l'analyse de ces technologies de traitement du langage naturel comme les chatbots. Mais après, on a aussi dit qu'il fallait faire aussi des analyses des pratiques et des immersions. Et c'est pour cela que on a commencé, on a eu la chance aussi de commencer à travailler directement, comme le docteur Possos l'a dit, à l'unité d'addictologie depuis les mois de novembre 2022. On a participé dans les séances de formation de l'équipe des soins. Ça veut dire qu'on fait partie de l'équipe depuis le début, depuis les premières séances des rencontres de formation. On a aussi eu la chance d'enregistrer, ça veut dire qu'on a aussi les enregistrements des séances de formation, qu'on sait quels sont les discours qui ont été proposés depuis le début. Et on a participé aussi à l'inauguration et l'ouverture de l'unité d'addictologie, comme le docteur Possos disait. C'est une unité d'addictologie qui a décidé d'intégrer une salle d'humanité numérique dans laquelle on participe à la fois et en animant des ateliers d'humanité numérique, mais aussi en proposant des projets d'humanité numérique. On a, dans les mois de mai 2023, rencontré un partenaire technologique qui s'appelle MovingMed, avec cette entreprise qui travaille dans les milieux de la e-santé. Et on a commencé à faire à la fois des ateliers de formation et aussi à faire
une expérimentation à partir d'une application qui s'appelle Unique. Et un peu à observer, c'est que il proposait comme télésuivi aussi à chercher qu'est-ce que c'est les télésuivis quand on parle de la dictologie, parce que ce n'était pas très bien défini les télésuivis dans les milieux de la dictologie. Et on a participé, je participe toujours depuis le début de l'année 2023 dans les staff qui sont les réunions hebdomadaires plénières de l'unité de la dictologie avec toute l'équipe des soins. Et je participe aussi dans les groupes de parole qui se proposent à la clinique, dans les ateliers de philosophie des soins du docteur Pascal Possos. Tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans l'unité de la dictologie depuis le début et que les projets ENIMA se développent en parallèle de l'unité de la dictologie. On considère que c'est un fait très particulier dans un projet comme le projet qu'on est en train de développer. Et on reconnaît aussi que dans la dictologie, il y a plusieurs acteurs. Le docteur Pascal Possos, il a déjà parlé de plusieurs acteurs, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas tout simplement des acteurs humains, il y a aussi des acteurs non humains, soit les acteurs technologiques, soit les substances, soit d'autres types d'acteurs. Et pour caractériser un peu les acteurs qu'on considère comme acteurs clés, et on a les anciens malades qui sont des personnes qui se nomment comme anciens malades et qu'on a rencontrés plusieurs fois. Et dans les séances de formation, on a rencontré un ancien malade. Après, pendant l'atelier du docteur Pascal Possos, on a rencontré un deuxième ancien malade. On a eu l'opportunité d'avoir une conversation avec eux et on a aussi eu l'opportunité de faire les enregistrements des témoignages qu'ils sont présentés à l'unité de la dictologie dans les ateliers de philosophie des soins. Et on rencontre aussi des patients experts. Les patients experts sont des acteurs très intéressants dans la dictologie. On a une séance avec un patient expert cette semaine, au début des semaines. Et on travaille aussi beaucoup avec les équipes des soins, pas tout simplement avec l'équipe des soins de la clinique de Pic-Saint-Loup, mais on a commencé aussi à travailler avec l'équipe des soins de la clinique à Castelnau. Et on participe aussi ensemble avec le docteur Possos dans quelques groupes d'entraide. On a déjà participé dans un groupe d'entraide des narcotiques anonymes. On va rencontrer aussi les proches, les familles dans les unités d'addictologie, spécialement dans l'unité d'addictologie de Castelnau. Et pour parler un peu de ce qu'on peut dire qu'il y a des produits ou des objets technologiques derrière, j'avais mentionné déjà les produits de télésuivi qu'on fait ensemble avec Movimed à travers l'application Unique. On propose des questionnaires, un questionnaire de qualité de vie, un questionnaire de suivi, et aussi des questionnaires pour connaître un peu la consommation d'informations qui ont les patients par rapport à la condition qu'ils sont en train de vivre. Et on explore aussi les dispositifs numériques ou les outils que les patients utilisent eux-mêmes. Ça veut dire les sites Internet dans lesquels ils font des recherches, les autotests qu'ils font de façon autonome, ou des dispositifs qu'ils utilisent beaucoup aussi comme les compteurs d'abstinence. Et on essaye aussi de savoir, de partager avec eux pour pouvoir saisir pourquoi ce type de dispositifs et de médiation technologique sont présents. On a commencé aussi à faire des podcasts, à enregistrer les podcasts de mindfulness de la docteure Sophie Cartier, et qui sont déjà disponibles pour les patients de l'unité d'addictologie. Et dans la salle d'humanité numérique, on ne développe pas tout simplement les projets ENIMA, mais on fait aussi des propositions de projets. On a proposé à la clinique
d'acheter un logiciel qui soit un logiciel intéressant pour créer une salle de réalité augmentée et pour l'exposition de quelques patients aux situations réelles simulées, et notamment pour pouvoir gérer les cravings. On est en train d'analyser encore les projets et on envisage aussi de faire notamment des résidences artistiques ou des projets d'art-thérapie. Je mentionne ça, mais ce sont des projets que peut-être expliciter sur ces cravings pour les cravings, les envies, l'urgence de chercher, de consommer une substance. Et l'objectif d'ENIMA, on pourrait dire que c'est un objectif humble, mais on voudrait remarquer que ce n'est pas tout simplement peut-être les conseils les plus précis, c'est de développer ou de proposer un cahier des charges pour la conception et développement de cet environnement numérique. Je vais rapidement un peu expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces cahiers des charges. J'avais déjà mentionné ça. On fait plutôt une énographie immersive. Je suis la plupart des temps à la clinique. Je participe à la fois en tant qu'observateur, mais aussi en tant que participant des ateliers d'humanité numérique. Ça veut dire que mon travail se déroule dans l'interaction entre la thérapie, les traitements et à la fois la recherche. Et les cahiers des charges qu'on propose pourtant, c'est un cahier des charges qui part des bases de faire cette énographie que je viens de mentionner. On fait aussi la constitution d'un corpus conversationnel, ça c'est très important de dire parce qu'on a des enregistrements à la fois des séances de formation des équipes de soins, mais on a aussi des enregistrements entre les patients quand ils sont en train de discuter dans les ateliers, notamment d'humanité numérique ou dans d'autres espaces dans lesquels on partage avec eux. Et on fait un parallèle aussi, on a fait déjà un état de l'art de la recherche que je vais vous présenter très rapidement. Et on fait aussi un état de l'art technologique aussi pour analyser les dispositifs et les technologies qui sont à disposition, notamment en santé mentale, qui a développé pas mal d'applications chatbot pour la santé mentale et qu'on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe spécifiquement dans les milieux de la mythologie. Et ici, je vous montre très rapidement un petit résumé d'un état de l'art que j'ai actualisé il y a quelques mois. C'est une recherche que je fais et souvent que j'actualise chaque année dans Scopus, Web of Science, PubMed, et spécifiquement pour savoir l'état de développement des chatbots, des technologies d'intelligence artificielle, des traitements du langage naturel en addictologie. Et ça, c'est une recherche qui se développe très rapidement. Et dans la dernière recherche que j'ai faite, j'ai trouvé particulièrement 166 articles, il y avait 55 dupliqués. Après, je fais les screenings, je visionnais rapidement, je retenais 73 articles qui étaient absolument dans la relation intelligence artificielle, traitement des langages naturels, chatbot et addictologie. Il y a des articles 15 qui font des analyses de chatbots qui ont été développés spécifiquement dans les milieux de l'addictologie. Et il y a des types de thérapies qui sont des thérapies qui se répètent la plupart des temps dans le développement de ces types de technologies. Il y a aussi un intérêt dans l'évaluation de ces types de technologies. Ça veut dire qu'il y a des articles qui proposent des modèles d'évaluation de ce type de technologies. Ça, c'est un domaine qui commence à se développer. Et il y a des articles que j'appelle ici chatbot et conseils parce que ce sont des articles qui font plutôt de la recherche d'affordance pour essayer de transformer la thérapie et pour faire la thérapie complètement à travers des chatbots. Je juste présente ici une description. On ne propose pas ça, mais il y a des articles qui commencent à proposer ce type d'approche. Et il y a pas mal d'articles aussi
essaie de savoir les différentes technologies d'intelligence artificielle, comment elles peuvent s'appliquer à la dictologie, soit application particulière, soit la simulation des situations particulières qui sont importantes dans la recherche. Et il y a aussi des intérêts qui commencent à augmenter à chaque fois. C'est une question très ouverte, la question autour de l'addiction au numérique. C'est une question parallèle qu'on va pas développer dans les projets, mais qu'on sait que on peut dire c'est un intérêt qui commence à se poser dans beaucoup de recherches. Et pour montrer rapidement aussi un peu l'état de l'art technologique, il y a notamment 2 chatbots de santé mentale qui sont très répandus dans le monde entier, que peut-être vous connaissez très bien, qui sont Weibo de Wisa. Mais il y a d'autres types de chatbots. Wisa, notamment, a commencé à développer déjà des versions en espagnol, pas tout simplement en anglais, parce que la communauté hispanophone, c'est une communauté très, très répandue dans le monde. Et il y a aussi les chatbots Jenny, c'est un chatbot mexicain aussi, mais derrière Jenny, il y a un réseau social professionnel. C'est intéressant d'étudier un peu l'interaction entre le thérapeute, les soignants et ce type de technologies qui font partie aussi de la façon de multiplier l'action quand il n'y a pas beaucoup de professionnels pour faire face à des situations difficiles. Et ici en France, juste pour mentionner, aller à la fin de la présentation, il y a aussi Oli que peut-être vous connaissez, c'est la petite chouette de soutien qui a été développée qui a été créée notamment par Clara Falala-Séché et Igor Thirier d'Antoine à Paris, dans l'université René Descartes, et qui a publié pas mal d'articles déjà d'évaluation de ces chatbots. Et pour finir, c'est tombé avec Enima, c'est arrivé à partir de l'interprétation, de l'immersion dans la pratique, à proposer les cahiers des charges pour le développement d'un environnement numérique spécialisé en la dictologie, mais aussi faire des pratiques de recherche liées à l'intersection avec les pratiques des soins et avec les équipes de travail, mais aussi avec des organisations, les associations qui sont autour de tous ces mouvements. C'est en gros ça qu'on fait avec Enima, et ça explique un peu l'intersection qu'on a fait. J'avais oublié peut-être de dire que bien évidemment on fait des analyses comme Bruno, le professeur Bruno et le professeur Ferreira, ils ont dit des analyses à la fois analyse de la conversation, que c'est une discipline des sciences de langage, mais aussi analyse des discours. Et je m'intéresse aussi par ma formation aux problèmes éthiques, aux problèmes aussi de la philosophie de la technologie. Et ça, c'est en gros notre projet. Et merci. Très bien. Juste à rajouter, justement, parce qu'on n'avait pas dit explicitement que Nicolas est professeur de philosophie à l'université de Caldas à Manizales et qu'il a mis entre parenthèses sa carrière universitaire pour venir travailler avec nous dans cette aventure. Et aussi, je voudrais rajouter qu'il a travaillé, que le projet, comme je le disais, qu'il est parti de la naissance, c'est même du bâti qu'il est parti, parce que la construction de la clinique et l'ouverture de la clinique a coïncidé, merci aussi d'avoir été si long, de permettre que Nicolas arrive à la clinique au moment où le bâti était terminé et où l'équipe se formait. Et donc, le docteur Passos et ses confrères consoeurs ont commencé à former l'ensemble de l'équipe. Donc,
Nicolas, c'est arrivé au Big Bang de la clinique. Voilà. Je voulais le dire, je voulais le spécifier. Commencer la question? Des questions, bien sûr. D'abord, merci beaucoup pour la présentation et la somme de connaissances, notamment historiques, sur la trajectoire un peu de la dictologie. Néanmoins, il ne m'a pas apparu très clair, enfin, pour moi, du coup, les hypothèses de travail, c'est-à-dire entre le développement de cet environnement numérique et la pratique de soins. Quelles sont les hypothèses qui sont formulées pour montrer, j'imagine, en quoi cet environnement numérique a contribué à la pratique de soins. Mais voilà, est-ce que vous pouviez... Oui, c'est la chose qu'on n'a pas précisée, c'est que, en fait, à partir du moment où on prend une personne en charge, on va la prendre pour une petite année, enfin une bonne année. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre le soin et d'assurer la continuité des soins. D'une part, donc, en fait, pouvoir avoir un suivi et permettre à la personne de pouvoir alerter pour pouvoir prévenir. Donc, c'est aussi l'intérêt des questionnaires pour pouvoir lui donner les moyens d'avoir tous les outils et avoir accès à tous les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire. Et donc aussi d'assurer, de lui donner son dossier, de lui donner aussi ses rendez-vous, de lui donner des tutos pour pouvoir aussi profiter de sa réadaptation physique et psychique et sociale et familiale. Et puis le grand axe et le grand manquant, le grand absent de toutes ces prises en charge, ce sont les proches qui développent une maladie qu'on appelle la codépendance, qui sont véritablement malades de la pathologie de leur mari, de leur machin, de leurs proches, quoi. Et donc, comment on peut prendre en charge les codépendants? Et ça, c'était un énorme problème, puisqu'en fait, ils sont laissés pour compte. Et donc, en fait, l'environnement numérique va nous aider à pouvoir recueillir leurs difficultés, pour pouvoir aussi les orienter. Parce qu'en fait, quand on est médecin d'un patient, on ne peut pas vraiment prendre en charge son proche, puisqu'en fait, on ne peut pas être juge et partie. On ne sait pas trop où se situe le problème. La souffrance, on la découvre énormément. On ne peut pas savoir pourquoi on consomme. On saura pourquoi on consommait. Donc, en fait, c'est petit à petit que les choses vont se révéler. Et donc, l'intérêt, c'est d'amener la personne à avoir une certaine confiance avec l'équipe pour pouvoir avoir un soin et un suivi très long. En fait, on sait bien que les évolutions, elles sont souvent chaotiques, et donc elles ne se font pas du jour au lendemain, et qu'on a besoin d'assurer une grande cohérence dans la continuité des soins et dans le réseau et la filière de soins. C'est comme ça que ça peut marcher. Et puis, donc en fait, c'est vraiment fait pour ça. Et aussi, je reviens aussi sur l'éthique, parce que comment moi m'assurer de l'éthique de l'outil. Et ça, c'est le problème essentiel pour moi, parce que je vous dis, on voit fleurir pas mal d'initiatives, mais s'appuyer sur une université pour pouvoir avancer, c'est fondamental. Voilà, c'est fondamental, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de start-up, il y a pas mal de choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait des informations, tout le traitement des informations, enfin bon, il y a tout à penser autour de l'éthique aussi. Ça a répondu à votre question? Oui, tout à fait, ça a bien, ça y est. C'est bien clair pour moi. François, vous voulez rajouter quelque chose? Nicolas? Je voulais dire que ça a été très important. On reconnaît qu'il y a pas mal de technologies d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser, mais on pense qu'il faut aussi faire de la recherche en sciences sociales et humaines avant de développer les applications et les outils, et avant d'utiliser même les technologies d'intelligence artificielle qui sont déjà développées.
notamment dans la dictologie, il y a pas mal des choses qui se développent dans la pratique même, des soins, de la thérapie. Et ce sont les praticiens qui font aussi beaucoup de travail. Et les chercheurs, observateurs ou des personnes qui font de l'ethnographie, on pense aussi qu'ils peuvent aider beaucoup à saisir, à interpréter, à comprendre les pratiques qu'après on pourrait mettre en place. Il y a aussi, on peut dire, je ne sais pas si c'est très bien expliqué théoriquement, mais je vais le dire comme ça, il y a un potentiel de conversationnalisation de pas mal de choses qui se déroulent pendant la thérapie, qui doivent être enregistrées, analysées, pour après proposer les conversations types. Et il y a aussi des bases, quelques problèmes épistémologiques aussi dans ce type de questionnement. Et on sait que quand on parle spécialement des chatbots, on a deux types de technologies, des technologies classiques, des l'IA symboliques, des pattern recognition, des reconnaissances, des règles qui sont des technologies qui ont besoin d'une base de connaissances très bien établie, très bien développée, avec beaucoup de règles à l'intérieur, qui nécessitent à la fois des compétences, des méthodes, des outils des sciences sociales humaines. Et on a aussi les technologies connexionnistes de l'IA générative qui, si bien peuvent répondre très bien au questionnement d'un point de vue rhétorique. Des bases, il y a beaucoup de problèmes d'alignement avec les théories, avec les thérapies ou avec les réponses, si on ne peut pas bien contrôler ça. Je mentionne ça comme des sujets qui sont dans les débats actuels, mais on pense vraiment qu'une partie, que ça fait partie aussi des hypothèses, on peut dire, c'est que dans le développement de cette nouvelle technologie, la participation des sciences sociales et humaines, c'est une participation nécessaire, spécialement quand on va développer et proposer les bases de données, les bases de connaissances, pardon, de ce type de services. Moi, je peux répondre à ta question, parce que je l'ai entendu différemment, c'est pour ça. Sur le fait qu'on fasse des hypothèses préalables et qu'après, voilà, on déroule un peu la feuille de route des recherches. Moi, c'est absolument pas possible ici, dans un premier temps, pour deux choses. La première, parce que, et Pascal, qu'il faut appeler ici le docteur Cossos, a montré, c'est que la dictologie, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué, sauf à la réduire d'un côté comme ça a été fait un temps, à une sorte de psychanalyse, il voit parce que sa mère un jour l'a versé sous le lampadaire vert, ou de l'autre côté avec une sorte de mécanisation, de réduction à un organe ou à un fonctionnement. Et donc pour éviter ça, un peu, je caricature bien entendu, mais pour arriver un peu frais, l'idée de cette technologie, c'est qu'elle est aussi un peu perturbatrice. C'est à la fois un outil qui s'inscrit dans les interactions entre les soignants et les patients, avec la famille, des interactions en machine. Donc il y a cette complexité, un instrument qui va servir à la cure, mais c'est aussi un objet, c'est le propre de la salle d'humanité numérique aussi, je crois. C'est aussi un objet de discussion, un peu comme on fait venir les animaux des fois dans les hôpitaux, des choses comme ça, et du coup les gens parlent différemment. Et donc il y a toute une phase exploratoire où il est, je pense, strictement impossible de faire des hypothèses sur ce qui va se passer dans ce cadre-là. Et c'est aussi la richesse. C'est une démarche aussi, et c'est intéressant que Nicolas ait aussi cette attention, et c'est un obsédé de l'éthique, de la méthodologie, de la rigueur, etc. Mais parce que, justement, il construit dans cette exploration quelque chose qui est solide, qui s'inscrit théoriquement, épistémologiquement, etc., en partant d'une exploration qui est un peu ouverte. Voilà. J'avais entendu dans ce sens-là ta question. Quelqu'un d'autre a des questions? Moi, je veux juste en rajouter une dernière. Je t'en prie, Lucie. Je donnerai le bâton de la parole. Ça concerne les données que vous êtes en train de récolter. Est-ce que vous vous intéressez à celles qui sont produites
sur le web, notamment dans des communautés, des interactions produites sur le web au sein de communautés. Je sais que il y en a quand même un certain nombre, donc de communautés de patients, d'anciens patients, soit parce qu'ils échangent des récits, soit parce que voilà, il y a une nécessité aussi un peu à former ce type de rassemblement qui est très spécifique au web et qui est aussi finalement un endroit où bon nombre de représentations circulent, qui sont plus ou moins contradictoires avec peut-être le discours médical, le discours en addictologie, ou peut-être parfois sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je sais, pour être sur un autre projet en psychiatrie, que ce sont des discours qui circulent beaucoup sur le web, et parfois même avec un peu des figures de proue qu'on retrouve comme, je dirais, les influenceurs, en tout cas, des gens qui ont un petit peu porte-parole de certaines représentations, notamment de maladies psychiatriques. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose, c'était un terrain qui, vous, de votre côté, était un peu investi ou du moins questionné, ou pas du tout. Moi, pour l'instant, non, parce qu'en fait, moi, j'ai appris la dictologie qu'avec des anciens malades, en fait. Je n'ai fait que fréquenter des anciens malades. J'ai créé des associations d'anciens malades. Je ne peux fonctionner qu'avec la parole de ceux qui l'ont vécu, parce que nul ne témoigne pour ne témoin, nous disait Paul Celan. Et donc, il n'y a que eux qui peuvent transmettre quelque chose qui s'entend réellement. Donc, en fait, moi, je travaille plutôt avec les personnes. C'est ce discours-là qui nous dérange, hein, comme Aide à l'époque ou Acteur sur le cinéma, qui nous dérange, qui nous remue, qui nous font bouger, mais porté par de l'humain, parce qu'en fait, sur ces réseaux, il y a quelque chose qui résonne de façon moins je ne sais pas comment dire, moins vrai, quoi. Moins sensible, beaucoup moins sensible, parce qu'il y a une interposition de l'écran et je ne sais absolument pas qui parle, d'où il parle, et donc c'est très compliqué toujours. Et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, comme la médecine a pris le dessus, et c'est pas bien du tout, que le pouvoir médical est véritablement à questionner. Les anciens malades qui étaient vraiment les figures de proue et qui ont fait véritablement avancer, qui étaient extraordinairement militants, sont beaucoup moins nombreux, parce que peut-être il y a beaucoup moins de militants, il faut être extraordinairement solide pour tenir un groupe. Et là aussi, il va falloir qu'on travaille là-dessus, mais une fois de plus, dans une éthique extrêmement définie. Si je peux rajouter un point sur ça, une des observations et des échanges que nous avons eus avec Nicolas et avec le docteur Possos, ça a été sur le rôle comment on dit, du patient expert, voilà, du patient expert. Et ce qui est intéressant, un des premiers enregistrements qu'on a observé avec Nicolas, c'était justement comment cette catégorie pouvait être acceptée ou pas dans l'équipe soignante. Et donc, c'était déjà un enjeu. Donc, l'idée de la mémoire, par exemple, l'idée de comment on raconte, elle est très sensible, y compris dans les catégorisations professionnelles, y compris dans la constitution même de l'équipe soignante. Et je pense que c'est extrêmement important. Une autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que les narrations reviennent dans la trajectoire, pour utiliser un terme un peu ethnographique, de la carrière de la personne qui a des pratiques addictives. On revient à des épisodes qui font l'objet de narration, dans différents contextes, évidemment, mais ça revient. C'est des épisodes constitutifs. Par exemple, c'est rendre compte d'avoir un problème. C'est le moment dans lequel on m'a retiré le permis de conduire. Voilà.
Je n'en ai pas, donc c'est pas grave. Mais voilà, c'est ce type de choses. Et je pense que ces nœuds-là sont particulièrement saillants et ça fait écho avec ce que le docteur Possos disait, c'est qu'il y a des nœuds de narration narrative qui revient dans cette carrière ou rétrospectivement pour les anciens malades. Et une autre chose encore, je suis désolé d'abuser de la parole. On aura aussi le passage sur l'intelligence artificielle qui a été développé par Nicolas. On aura un écho le 8 mars parce qu'on aura très probablement une intervention d'une entreprise qui travaille sur l'intelligence artificielle, mais pas sur la dictologie, sur les appels d'urgence. Et donc, cette thématique, cette tension entre IA symbolique et connexionniste, je pense qu'on pourra encore en parler. Voilà. Je réagis juste sur... J'avais regardé, à l'occasion de recherches sur la Grande Guerre, les archives de Pierre Vive, et ils ont des archives hospitalières extraordinaires. Ils m'avaient montré leurs archives, et on voit tout ce vocabulaire très moralisateur qu'il y a sur l'alcoolisme et sur... voilà, c'est vrai que confronter les discours d'aujourd'hui et ces discours... qui sont dans un système vraiment moral. La question de l'alcool, elle est appréhendée avec une dimension axiologique très très forte, quoi. C'est assez frappant, mais je pense qu'il y a, dans le contexte de la société actuelle, il y a des questions de génération et qu'il y a plusieurs discours qui coexistent. Et voilà, ça ne simplifie pas votre travail. Et on risque de régresser. Les premières tentatives, en fait, le système s'est créé au départ, il y avait des centres qui existaient dans les années 70 à 90, on appelait ça de façon, pour ne pas parler d'alcoolisme, on parlait ça de chat, c'était des centres d'hygiène alimentaire. C'était ces centres d'hygiène alimentaire qui allaient prendre en charge les problèmes d'alcool. On ne parlait même pas de alcool. Enfin, et effectivement, ça a été au départ la croix. Voilà, au départ, dans l'histoire, c'est passionnant parce que les premières associations au monde de personnes qui se réunissaient pour pouvoir se traiter, c'était les malades d'alcool, les premières associations de malades, en fait. C'était la Croix-Bleue en 1890, c'était les protestants. Après, il y a eu les catholiques avec la Croix d'Or en 1900, puis après, Alcooliques Anonymes. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. Je vous invite à aller dans les groupes. Ils sont des groupes ouverts. Il faut absolument aller écouter, soit aux Al-Anon pour les proches, soit aux Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes. C'est absolument fascinant. L'expérience qu'on vit est extraordinaire. Mais c'était extrêmement quand même déiste, etc. Puis après, il y a eu la guerre et après, il y a eu Vie Libre, qui est une association humaniste. Mais on n'a pas beaucoup bougé depuis 30 ans. C'est pour ça mon problème, c'est ça. C'est que nous, on a avancé, mais on ne comprend pas, nous, on est là, et on ne comprend pas que les personnes, nous sommes devant des problèmes de maltraitance. Une maltraitance des patients, des gens qui arrivent aux urgences, voilà, de non-reconnaissance, des personnes âgées qui tombent tout le temps, qui sont déprimées. L'alcool est la première cause de suicide chez les personnes âgées et de violence conjugale. Personne ne va en parler. Ah, on a du boulot et c'est pour ça qu'il faut diffuser, il faut qu'on travaille. C'est pour ça que, une fois de plus, quand je rencontrais François Perret, en fait, quelqu'un qui avait fait un livre sur la parole des alcooliques, c'est pas possible. Comment c'est possible? Ce qui est drôle à propos des archives de Pierre Vive, tu trouves aussi, parce que le vin avait un statut spécial, tout un ensemble d'affiches, de revues médicales qui te disaient qu'à 12 ans, il faut déjà leur donner un demi-litre de rouge par jour, parce que c'est bon pour la santé, quoi. En même temps que tu avais la condamnation. Oui, mais c'est vrai aussi. Je veux dire que moi, je ne suis pas hostile à ça. C'est-à-dire qu'il faut faire des éducations. 2 millilitres, ça fait beaucoup. Mais en fait, c'était du 9 degrés. C'était du 9 degrés. Les parents présents ne l'écoutaient pas, s'il vous plaît. C'était 9 degrés. Et les anthropologues nous apprennent que l'homme a toujours eu peur de l'eau. C'est-à-dire que l'homme s'est toujours méfié de l'eau. En fait. Parce que dans l'eau, il y avait le typhoïde, il y avait le choléra, il y avait l'hépatite A. Et donc, en fait, il fallait absolument mettre du vin dans son eau
parce que c'était la seule façon de boire de l'eau, en fait. Donc, en fait, mais c'était du 9 degrés. Là, les ouvriers agricoles, ils étaient payés en liquide. Dans le Languedoc-Roussillon, il n'y avait pas vraiment de problème de maladie d'alcool. Il y avait des gens qui avaient des cirrhoses, etc., par accumulation. Mais là, maintenant, on est devenu la première région de France sur les addictions. Parce qu'on accueille beaucoup de gens de l'extérieur aussi. Voilà. Je plaisante, bien entendu. C'est vrai, c'est que maintenant, il y a la bière. La bière, c'est pas de la culture du Sud. Donc, en fait, oui, c'est sûr qu'on est dans des représentations. Oui, c'est rapide. Moi, c'était plus un intérêt, parce que moi, je travaille, je suis en psychiatrie, donc c'est vrai que l'alcoolologie vient de rejoindre la psychiatrie avec le professeur Rigol. Je ne vais pas me positionner évidemment là-dessus. La question, c'est par exemple, notamment, tu parlais de TCC, notamment, les données de la littérature. Tu parlais de CBT tout à l'heure, de TCC, thérapie comportementale et cognitive. Et on sait qu'actuellement, le traitement le plus efficace, c'est tout ce qui est interview motivationnelle, des approches motivationnelles plus TCC dans la question de l'alcool. Et c'est vrai qu'il y a un gros problème qui existe, c'est la question que les gens soient à disposition. Il y a très peu de gens formés correctement. Donc c'est pour ça qu'il y a un développement très important. On a une bonne preuve d'efficacité maintenant sur le trouble anxio-dépressif avec de la TCC à distance. Avec les chatbox, on sait que ça marche très moyennement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un thérapeute qui fasse du feedback, on améliore l'efficacité. Les autres, c'est sur des troubles légers à modérés. Peut-être que si on avait attendu un an, il se serait résolu tout seul. Est-ce que tu as travaillé un peu là-dessus? Est-ce qu'il y a des données là-dessus sur justement s'il y a une nouvelle technologie dans la prise en charge de l'alcool? Je n'ai pas trop lu, je ne sais pas si ça vend une systématique review, ça vaut la peine parce que c'est intéressant. Il y a un article qui fait une analyse de ça en utilisant Webot. C'est TCC pour la réduction des consommations. Est-ce qu'il y a des recommandations actuellement? Je te demande, peut-être que c'est juste trop précis, je te demande, mais parce que c'est vraiment un sujet d'intérêt, puisque tu parlais des approches de tout ce qui était sciences humaines et sociales. On sait que dans les nouvelles technologies, il y a tout le modèle TAM, la technologie Acceptance Model, qui est un truc fondamental. C'est qu'est-ce qui fait que les gens utilisent une technologie? C'est la facilité d'utilisation et c'est le fait qu'ils perçoivent l'utilité. Les deux dimensions, je crois qu'ils en ont rajouté une troisième peut-être, je ne suis pas sûr, mais c'est vraiment, est-ce que c'est facile d'utilisation et est-ce qu'ils le perçoivent comme utile? Or, dans le problème des addictions, vous en parlez très très bien, il y a le problème du degré de, comment dire ça, le modèle Prochaska-Clémenté, est-ce que les gens ils sont ambivalents, est-ce qu'ils sont en phase de précontemplation, etc. Donc ça peut être un truc ultra intéressant. Est-ce que vous avez dans le discours un peu regardé sur l'utilisation des outils, le lien avec où ils en étaient de leurs problèmes? Est-ce qu'ils étaient OK qu'ils avaient un problème? Est-ce que vous avez un peu regardé ça avec le modèle de Prochaska-Clémenté, par exemple, sur le fait qu'ils utilisent ou pas ces outils-là? Oui, mais parce qu'en fait, c'est des outils pour accéder aux soins. C'est-à-dire que là, les personnes elles sont déjà dans le soin. On est déjà dans une autre phase, en fait. Et c'est vrai que si on s'est séparé de la psychiatrie vraiment pure et dure, c'est que dès les premières études, c'est qu'on a compris que 80% des malades d'alcool par les malades d'alcool n'ont aucune maladie psychiatrique, alors que 50% des malades psychiatriques vont avoir un problème d'alcool. Donc c'est pour ça qu'on développe des systèmes de pathologie duale avec des systèmes dans les cliniques. Là, par exemple, la clinique CELA, ils ont fait une unité de pathologie duale. Moi, je travaille à la clinique de Quissac, on travaille sur la pathologie duale. Donc c'est vrai que ce sont pas là, c'est pour rentrer dans le soin. Ce dont vous parlez, c'est rentrer dans la motivation, rentrer dans le soin. Tout à fait. Et donc, en fait, tous les gens qui sont hospitalisés, c'est des gens qui sont OK pour être hospitalisés. Ils ont déjà fait un problème quand les gens viennent me voir, ils sont guéris, en fait. Je ne pose rien à faire, en fait. Donc la justice les envoie. C'est assez peu, mais même, nous, notre travail, c'est de transformer une obligation de soins, parce qu'on a été très résistant à cette histoire d'obligation de soins. Mais nous, notre travail, c'est de transformer une obligation en demande de soins. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est sûr. Oui, c'est fondamental pour pouvoir faire de l'entretien motivationnel, pour créer la demande. Après, il faut assurer autre chose. Il faut assurer le suivi. Ah oui, non, mais comme il y a de nouvelles technologies, il y a plein de trucs de développement. Comme les gens ils ont peu accès, je me disais, est-ce que ce n'était pas justement un lieu où les gens ont disposition plein d'outils? J'ai vu qu'il y avait la réalité augmentée pour faire de l'exposition au craving, c'est aussi notre technique utilisée. Est-ce que c'était des choses qui étaient intéressantes? C'est vrai que c'est super intéressant d'avoir tous ces outils sur place, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en errance au niveau des prises en charge, qui n'ont pas accès je parle notamment d'entretien motivationnel plus CBT, donc c'était
Juste pour savoir, voilà, est-ce que c'était un truc sur un sujet d'intérêt, d'accessibilité, Alors, qui est un peu le handicap, hein, ou non, ça m'intéresse beaucoup, c'est l'accès aux soins. Oui. On fait je n'ai pas très bien précisé ça, mais on fait aussi les ateliers d'humanité numérique pour faire la formation. Ça veut dire que des bases, on commence pour savoir si les patients ont quelques compétences numériques ou pas, même s'ils sont une adresse mail, s'ils savent se connecter à Internet, qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils utilisent les moteurs de recherche, ou s'ils sont déjà des applications, des sites web qu'ils utilisent. Il y a pas mal de patients qui font d'autotests. Ils utilisent beaucoup des autotests qui sont sur les sites web d'addiction pour savoir s'ils sont motivés ou pas à arrêter les tabacs, tout ça. Ça veut dire qu'on n'a pas fait, je dois dire qu'on n'a pas exactement observé les phénomènes de façon contrôlée, même si je trouve que c'est très intéressant. Ça m'intéresse de continuer à continuer la discussion, mais on arrive à identifier qu'il y a une utilisation de quelques dispositifs. Il y a même aussi des personnes qui disent bon, je ne veux pas utiliser des dispositifs numériques, mais après ils vont arriver à la deuxième séance de formation. Bon, je suis quand même un peu curieux, et après ils vont finir pour installer l'application. Ouais, c'est intéressant, c'est un discours entre je suis d'accord et potentiellement après tu vas arriver dans l'acte. Je suis curieux, tout ça. Après, ils vont essayer d'utiliser l'application. Et il y a des personnes qui ont utilisé déjà l'application, notamment les services de télésuivi, pour nous prévenir des phénomènes que je trouve qui sont très importants pour les suivis après la sortie d'une unité de post-cure. Et on sait aussi, ça c'est intéressant aussi de dire qu'il n'y a pas l'intérêt de proposer des applications pour remplacer l'addictologue, la psychothérapie, les soins, même s'il y a des projets qui essaient de faire ça. Mais la plupart des temps, il y a, je dirais, une sorte d'action ou de rationalité partagée. Il y a des psychothérapeutes, notamment ces projets qui essaient de proposer l'action complémentaire entre la psychothérapie et après la thérapie à distance avec un suivi d'un chatbot ou d'un service à distance. Et normalement, même les applications les plus développées comme Webot ou Wisa sont des applications qui ont toujours derrière des professionnels, des services d'urgence, des personnes que tu peux contacter si tu as besoin de faire ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore bien regardé ça, mais je n'ai pas encore trouvé des bases de données avec les informations des TCC. Je sais qu'il y a une vague de développement des TCC, aussi des thérapies basées sur les émotions, tout ça, mais je n'ai pas encore cherché les bases de données. J'ai trouvé des bases de données d'autres types, mais pas ce type. Je voulais simplement préciser qu'effectivement, dans l'application, il y a un nouveau métier qui apparaît, c'est les assistances de parcours. En fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a une interface qui est une interface technologique, mais il y a une interface humaine qui analyse, qui renvoie et qui téléphone, et qui analyse toutes les données. Donc il y a une personne, et c'est ça, parce qu'il faut créer un poste, c'est un mi-temps, et donc là c'est encore on est un peu... Là, ça y est, ça m'est arrivé, mais il faut une assistance. Il faut une assistance. C'est bien parce qu'une fois tu mets l'acteur technologique, toi tu commences à voir qu'il y a des besoins, que c'est nécessaire qu'il y a quelqu'un pour répondre les appels, pour répondre les suivis, pour voir un peu ce qu'il se passe derrière. Et ça c'est intéressant aussi pour les projets parce que ça nous permet de voir que s'il y a des acteurs technologiques, on peut découvrir aussi des choses qu'on n'avait pas fait avant et qu'une fois on commence à faire avec les projets technologiques, nous montre
qu'il y a des vides dans les soins, dans les suivis. Je trouve que ça, c'est bien. On voit bien la dynamique et le truc. Des questions qui ressortent. Je voulais juste mentionner, vous l'avez peut-être dans votre giron, mais on a un collègue du laboratoire Epsilon qui s'appelle Raphaël Trouillet, qui est dans un projet qui s'appelle Smart Binge, qui s'intéresse au phénomène de binge drinking chez les étudiants. Et c'est avec le développement d'une application MyDefi qui vise justement, à travers un système d'incitation, de contrôle de calendrier volontaire, à réduire la consommation d'alcool chez les étudiants. C'est un projet qui est porté par le Michael Nassila, qui est dans une UMR à INSERM, Université Picardie-Jules Verne, qui s'appelle le GRAP, Groupement de recherche sur l'alcool et les pharmacodépendances. Et à Montpellier, donc c'est Raphaël Trouillet et le professeur Pascal Pernet. Voilà. Oui, c'est notre patron. C'est le patron de la dictologie, oui. Bah, il fait un énorme travail, il a fait une application. Je voulais aussi rajouter que dans les effets connexes, c'était aussi que les personnes qui sont donc dans ces pathologies vont développer des troubles cognitifs, des troubles énormes de l'altérité, des altérations sociales. Et donc, en fait, le problème aussi, c'est qu'il y a toute une réhabilitation sociale derrière et que la plupart ont des difficultés à l'accès au numérique. Et donc, en fait, aussi, dans l'ambition alors là, c'est du soin, c'est s'apercevoir des déficits et pouvoir les amener à dépasser la peur même de l'utilisation pour pouvoir fonctionner, parce que maintenant, on ne peut rien faire sans avoir des codes, des machins, des trucs. Et puis oui, c'est ça. Et puis aussi traiter de ce fait aussi des troubles cognitifs. Parce que le génie de cet exercice, c'est que toutes les maladies sont réversibles. Toutes les maladies sont réversibles. Même les syndromes de Korsakoff qu'on croyait irréversibles sont réversibles. Donc en fait, là où on va, c'est extraordinaire. Quand les gens s'en sortent, c'est une jubilation de faire de l'hypnologie. Ouais, je vais poser une question rapidement et merci tout d'abord pour la présentation. Je trouve le projet très intéressant et très riche. Et c'est un peu sur cette richesse que j'aimerais vous poser une question, mais plus c'est la curiosité, parce que c'est un projet qui est très ambitieux, qui va intervenir beaucoup d'acteurs et qui a une finalité qui est une finalité, je crois, assez transformante. Et c'est là un petit peu où je me posais des questions, c'est-à-dire que est-ce que à choisir, c'est-à-dire que est-ce que le projet est plutôt sur la constitution d'intervention, c'est-à-dire que l'idée c'est de concevoir plutôt une intervention, donc une sorte de processus par lequel on va amener des acteurs à travailler ensemble autour du numérique, mais en fait la finalité c'est pas le numérique, on pourrait en parler, mais c'est plutôt le processus. Donc en ça on est plutôt sur l'intervention et c'est quelque chose qui pourrait être appliqué. C'est-à-dire que c'est fait aujourd'hui en addictologie, mais ça pourrait être fait en psychiatrie, ça pourrait être fait dans avec d'autres populations et d'autres problématiques. Où l'idée, c'est de faire des outils qui sont des outils à destination d'un profil de patients très spécifiques. C'est-à-dire qu'en gros, on a des gens qui souffrent de problèmes d'addiction. Et en gros, on veut leur proposer des outils, mais qui sont des outils qui sont spécifiques par eux. En gros, je me demande comment le projet il se positionne par rapport à ça, c'est-à-dire que en quoi l'addiction elle est centrale et ça devient quelque chose ce que vous proposez, c'est la seule solution, enfin c'est la solution, elle est très spécifique à l'addiction, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général et la différence entre, bon, je complexifie ma question, pardon, je vais essayer de la simplifier. Est-ce qu'on est plutôt sur de l'intervention, donc en gros, on déploie quelque chose qui est visé à transformer, donc je fais de l'intervention, ou c'est plutôt de la conception d'outils pour faciliter la réhabilitation, la médiation entre des patients et on va dire leurs troubles au sens large et les médecins, enfin tous les acteurs, on va dire, du soin autour d'eux. J'ai l'impression que c'est un peu les deux. En vous écoutant, c'est les deux. Donc, mais j'aimerais bien ça. Oui, mais c'est vrai que l'objectif, parce que je sais que les projets c'est ambitieux, c'est pour cela qu'on s'est dit, on va commencer avec la proposition d'un cahier des charges pour le développement d'un outil.
mais on aimerait bien aussi proposer en parallèle d'autres types de projets, des partenariats pour pouvoir déployer quelques objectifs qui vont apparaître que forcément l'équipe qu'on a et moi-même en tant que doctorant que pour l'instant travaille seul dans les structures ne va pas pouvoir développer tout seul. Et je pense que c'est plutôt l'objectif de la thèse, c'est la conception de l'outil. Mais on va faire beaucoup d'efforts pour arriver à proposer aussi d'intervention, je dirais, mais pas dans les cadres de la thèse, mais peut-être dans les cadres d'autres types des projets en parallèle. Et c'est vrai aussi que je les vois comme ça, pour la nature à la fois ethnographique, des participations dans l'équipe. Forcément, on ne peut pas faire participer les équipes des soins, les acteurs, les associations dans le développement de l'outil, mais on fait pas mal d'observations et aussi des partages avec eux. Et on peut dire que si c'est bien, on ne fait pas une intervention jusqu'à la fin, on commence à avoir même des informations, des relations et des liens avec eux pour envisager des interventions peut-être après. Je les vois plutôt comme ça. Parce que peut-être, c'est un gros parti pris. Je suppose qu'il y a quelque chose qui a été fait en amont, de se dire la solution, ça va être le numérique. Mais peut-être que la solution, ça ne sera pas le numérique, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, le parti pris qui a été fait, mais pourquoi pas, je l'entends, c'est de se dire, en fait, ce qui manque, c'est des outils et c'est le numérique qui va apporter la solution. Parmi des solutions, mais peut-être qu'en échangeant et en fait avec les acteurs, peut-être que le besoin, il n'est pas sur le numérique. Oui, il y a des solutions qui ne sont pas dans le numérique. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je ne pense pas que l'idée soit de proposer une seule solution. Je pense que c'est un objet technique, un acteur technologique qui va se développer et qu'il y aura des personnes qui vont s'en servir de ces outils, mais je pense que ça se présente comme une seule solution. Mais ça, c'est bien parce que ça me fait réfléchir aussi sur les limites, mais aussi et l'identité même des objectifs. Je ne sais pas, Pascal, si... Je ne sais pas, j'ai bien compris. C'est sûr que ce n'est pas un outil exclusif. Hein. C'est sûr qu'on a besoin... C'est un outil qu'on pourra... Oui, qui est complémentaire, mais qui est loin d'être exclusif, parce que rien ne peut dépasser la relation. Mais c'est vrai que quand tu parlais du premier entretien, je n'avais pas réalisé qu'à partir de la capacité de pouvoir déjà créer une plateforme de suivi, ils appellent ça la télésuivi. Avec Unique? Oui, non, mais au départ, c'était bon. Je pensais qu'il fallait effectivement créer un outil pour pouvoir faire un suivi, assurer la continuité des soins. Et quand j'ai rencontré le professeur Perea, il m'a dit, mais non, il faut aller jusqu'au chatbot, un agent conversationnel. Alors là, c'est là où on rentre dans la linguistique, et c'est là où on rentre dans le discours, et c'est là où ça a commencé à être extrêmement exaltant, parce que justement, comment on crée cette interface et quelle va être la réponse d'une intelligence artificielle, d'un chatbot, si on ne met pas de la subtilité, si on ne met pas du vide, si on ne met pas du neutre, si on ne met pas de tout un tas de... Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est que les personnes, elles sont dans du plein, elles se remplissent, c'est du plein, et que moi, mon travail, c'est faire du vide. Et donc, il ne faut pas que l'outil donne, fasse du plein. Moi, j'ai très peur des gourous, des machins comme ça. Donc, c'est pour ça qu'avoir une éthique, avoir une analyse du discours pour arriver, in fine, dans un temps qui va être assez long, à un agent conversationnel qui soit subtil,
C'est pour moi, oui, ça serait l'absolu. Mais enfin, je ne sais pas du tout, c'est pas du tout une réponse exclusive. Non, mais ce qui est intéressant dans la réponse, c'est que moi, ce que j'aimerais, enfin, ce que je pose comme, c'est même pas savoir, hein, c'est juste comme je pose comme question, c'est est-ce que en fait, c'est ce que demandent les gens, c'est-à-dire que c'est ça que je voulais savoir avec vous, c'est-à-dire que est-ce que la proposition qui est en train d'émerger, je ne dis pas que ça marchera pas et qu'il n'y aura pas, mais est-ce que c'est ce qu'attendent en fait les futurs utilisateurs de cette solution, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai défendu moi le projet pour avoir l'accréditation pour pouvoir créer le centre, en fait j'aurais dit, c'était en 2018, j'aurais dit mais en 2023 tout le monde sera connecté. Et donc en fait tout le monde sera déjà dans. Mais quel type de. Ils vont être dans un autre rapport à nous, d'autres rapports aux outils. Et il faut d'emblée qu'on pense le projet numérique et qu'on en soit les concepteurs. En fait. Voilà, c'était ça ma crainte, c'était qu'on nous impose des outils. Oui, c'est toujours mieux de créer ses propres. C'est surtout une fois de plus, c'est l'éthique, c'est la compréhension, c'est le langage, pour pas que en fait, ça interfère dans le projet médical réellement par des outils qui seraient extrêmement, parce qu'en fait, du fait de la fascination, etc., qui remplacerait tout projet de soins addictologique qui est d'acquérir de la liberté et surtout retrouver le sens de l'autre. Hein. Toute la question, c'est l'autre dans l'histoire de l'addictologie. Donc, il faut des outils très, très, très ouverts et qui ne soient pas totalitaires. Ça m'inquiétait beaucoup. Moi, les outils m'inquiètent beaucoup, en fait. C'était plutôt comment pouvoir penser des outils qui soient extraordinairement éthiques et qui participent du soin parce que ça amène à l'altérité. Et non pas d'imposer un discours préétabli. Ouais, donc, ça fait peur. Moi, ça me fait peur, en fait, de base. L'histoire. Mais je comprends la question. Et oui, il y a comment dire, si on va parler des contenus, il y a quelques contenus que les utilisateurs, comme j'avais dit, ils utilisent, mais c'est vrai que si je commence à envisager les futurs du développement, il y aura forcément une modularisation. Il y a des personnes qui voudraient avoir des dispositifs comme terre d'abstinence, mais il y a des personnes qui disent non, je ne suis pas intéressé à savoir ça. C'est une temporalité, je m'en fous de ce type d'informations. Il y a d'autres qui demandent les podcasts, qui aiment bien les podcasts, et que forcément ils ont utilisé les podcasts et ce type de contenu. Et je pense que oui, ça va forcément arriver, mais quand on fait les ateliers, on fait aussi les dialogues avec eux, on arrive à identifier les types de contenus que aussi ils voudraient utiliser, mais je trouve que les commentaires sont très pertinents parce que ça me permet aussi de savoir qu'on devrait regarder même dans la littérature qui propose des évaluations d'ergonomie et tout ça, peut-être la façon de bien saisir ces phénomènes d'utilisation. Mais j'insiste un peu que ça va faire partie peut-être du moment de commencer à faire l'évaluation de l'outil une fois l'outil soit déjà une fois le premier prototype. Mais il faut déterminer quelles sont les bases. Mais merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour le projet, pour la présentation. Bien. Je pense qu'on peut arrêter là, si vous voulez, si vous n'avez pas d'autres questions. Il y a une question. Ah, pardon, excusez-moi. Excuse-moi. D'abord, merci pour ça.
peut-être dire que ce qui m'intéresse, c'est les sciences de l'éducation. Je suis en sciences de l'éducation. Et donc, la question des addictions, moi, je l'aborde à travers les problèmes éducatifs. Donc, parce que ça fait partie des injonctions en France de faire de la prévention. Et c'est en termes de prévention qu'on pose, chez moi, on pose la question prévention des addictions. Je travaille aussi sur les responsabilités sociétales. On voit aussi qu'il y a aussi ces injonctions-là pour les entreprises de s'intéresser à la prévention des addictions. Donc, cette question m'intéresse comme ça en termes plutôt de prévention. Alors, est-ce que vous traitez ça? Parce que la plupart du temps, ce que je vois comme intervention sur ces questions éducatives, il s'agit souvent de moraliser la question, c'est-à-dire, on va dire, ah ben, on va essayer de sauver les gens de la déchéance de l'alcoolisme parce que c'est quelque chose qui est affreux, qu'il faut éviter à tout prix, tout ça. Ou alors, c'est plutôt les sauver de quelque chose qui va... Voilà, c'est toujours ce type de discours et dont on sait que pour que ça marche, parce que ça marche quand même, mais ça marche à court terme, et puis il faut le répéter souvent, parce que dès qu'on arrête, ça ne marche plus. Pour les jeunes notamment, on sait que si on ne leur dit pas qu'il ne faut pas boire, voilà, ça peut marcher un petit moment, mais ou si on leur fait peur, ça marche. Mais il faut continuer, parce que sinon, ils vont avoir tendance plutôt à retrouver... à se lancer dans des expériences, ce qui est normal chez les jeunes. Voilà, pour le dire comme ça rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous vous intéressez à cette question, pardon, d'abord, et est-ce que ça vous donne des pistes de... Je pense que la question, je ne sais pas, Pascal, qu'est-ce que tu en penses, mais pas exactement la prévention, mais je pense qu'il y a une dimension de formation, même pas tout simplement dans la dictologie, mais il y a toujours une éducation thérapeutique derrière. On travaille aussi beaucoup avec les équipes de la clinique, les moniteurs et les monitrices d'éducation qui font aussi de la formation thérapeutique. Et c'est vrai que quand on a fait la révision un peu de la technologie, l'état de l'art technologique, il y a pas mal d'environnements numériques qui proposent la formation et même la formation basique, faire comprendre aux proches pourquoi l'addiction est une maladie et pas des vices. Ce n'est pas équivalent à une faute de volonté, des mauvaises volontés, des trucs comme ça. Je pense que oui, et bien évidemment, la formation, c'est important, et je pense qu'elle va être très importante aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas envisagé la prévention. On sait qu'il faut faire une formation thérapeutique et qu'il faut faire aussi une formation même des proches et tout ça. Mais oui, c'est vrai que l'éducation, même la pédagogie, la formation fait partie. En tout cas, moi, je suis beaucoup intervenu dans les collèges et les lycées. Je faisais des interventions sur le apprendre à boire, organiser une fête. J'exigeais que pour intervenir, ce soit un projet d'établissement, que je voulais former d'abord des profs, l'assistante sociale, l'infirmière, la psychologue si on est. Parce qu'on ne peut pas soulever un problème aussi intense, avec des problèmes dans les familles terribles, sans qu'il y ait derrière une réponse dans le collège. Donc en fait, je faisais 4e seconde. En fait, on m'a dit après que ça aurait été mieux en CM2. Mais en fait, c'est vrai, il faut faire la prévention en CM2. Mais en fait, quoi qu'il en soit, c'était avant l'usage, après l'usage, pour le début de l'usage. Et en fait, après le collège, avec lequel j'ai fait beaucoup de Mondio, Vandard, j'ai fait lunettes, j'ai beaucoup d'intervenus, j'avais créé une association pour ça. Et le rectorat m'est tombé dessus en disant vous n'avez pas le droit de dire apprendre à boire. Donc en fait, le problème, c'est qu'ils allaient rencontrer l'usage, que la transmission ne se fait plus dans les familles, si bien qu'ils apprennent à boire en intergénérationnel, enfin en intragénérationnel, si bien qu'ils inventent des règles complètement folles. Et donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait une fête? 50% des piétons écrasés sont alcoolisés, donc en fait ils sortent de machin. Donc si on ne fait pas de prévention, la prévention n'est pas de dire que c'est mauvais. La prévention, c'est de dire qu'il y a un usage, c'est pour ça aussi qu'on veut légaliser le cannabis, il y a un usage, parce que sinon on ne pourra jamais avancer. Et sur l'alcool, c'est le drame. Et le collège s'est fait mal noter parce qu'il avait fait ça. Je connais ce problème. Ça a été un scandale. Pour moi, c'était un scandale. J'en pleure encore. Il y avait un petit de 5e qui avait fait un coma éthylique à 2 pas de la vie scolaire et personne n'était intervenu. Il a failli mourir.
C'est à ce moment-là que le collège se dit, après, je réunis les principaux, ah ben non, il n'y a pas de problème dans les... Non, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème d'addiction dans les... C'est une exception. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors qu'on a des cirrhoses à 20 ans, on a des troubles cognitifs à 20 ans. Bon. Non, mais il n'y a pas de problème. Parce que s'ils disent qu'il y a un problème, ils sont mal notés. Voilà. Ça m'énerve. Je partage cette manière de concevoir la chose, mais je constate sur le terrain, c'est que effectivement, c'est pas partagé par les institutions. On n'a pas le droit de le faire. Il y a un petit qui s'est levé en me disant, mais pourquoi quand on boit, on a encore plus envie de se suicider? La petite fille qui dit, oui, mais en fait, pourquoi quand mon tonton boit, je suis obligé de courir dans les toilettes? Tu peux pas partir. On peut pas partir. Tu peux pas partir. Il n'y a rien qui me désespère plus que quand je soigne des enfants de patients que j'ai eu avant. Il manque un truc là aussi, parce qu'il faut prendre les enfants en charge. Ah oui, ça me terrorise. Je suis un ancien pédiatre et moi je fais ça pour les enfants, pour que les enfants aillent bien, quoi. Parce que là, c'est le drame. Les enfants, c'est le drame. Ouais. Voilà, bon, on a vu l'intérêt qu'a suscité cette thématique, ce projet. Merci donc au Dr Possos qui a complètement changé son emploi du temps pour être là aujourd'hui, aux organisateurs du séminaire, aux personnes à distance et aux participants, tous. Au revoir Gabriela. Merci. Félicitations, c'était super. On ne t'entend pas. On n'entend pas. Au revoir Gabriela. Bye bye. Ça va? Merci à tous.